وهناك كثير من المخطوطات المغاربية التي لا توجد إلا في ميشيغان والتي كانت موجودة في مصر. وهذا فقط. شكرا. Je tiens tout d'abord à remercier encore une fois les organisateurs de cette conférence, la direction de la bibliothèque, pour m'avoir invité, et spécialement le professeur Mahdi Abdeljawad. Et à la suite de la recherche réalisée au cours des dernières décennies sur l'astronomie, notre compréhension de cette activité astronomique développée en langue arabe dans l'ensemble de la civilisation islamique tout au long du Moyen-Âge a changé notablement. Nous savons maintenant que ces activités étaient plus riches et qu'elles ont impliqué des aspects plus diversifiés que l'on pensait auparavant. Et parmi les domaines concernés, on peut citer la théorie planétaire, la cosmologie, la mesure du temps, le MICAT, l'invention et construction d'instruments astronomiques et la transmission des connaissances astronomiques de l'Est vers l'Ouest, mais aussi, de temps en temps, de l'Ouest vers l'Est. Dans tous ces domaines, il y a encore certaines questions non résolues qui doivent être adressées dans des recherches à l'avenir. Et comme le professeur Abdeljawad a dit, l'astronomie est un sujet si large et diversifié que je veux me concentrer sur quelques aspects qui ont fait l'objet d'études et de recherches pendant ces dernières années et comment, à partir de ces recherches, notre connaissance et notre perception de cette réalité a été modifiée de façon plus ou moins profonde. Et comme j'ai dit, une caractéristique de la science en langue arabe dans le monde islamique est la multiplicité des héritages scientifiques qui l'ont façonné. Et cela implique des perceptions très diversifiées. Par exemple, Nasser al-Din al-Tusi offre une définition de la discipline. Il dit que le sujet de l'astronomie est les corps simples, supérieurs et inférieurs, en ce qui concerne leur quantité, qualité, position et mouvement intrinsèque. Et je vais parler un peu de tous ces sujets, la traduction et transmission, sur la perception de ce qu'est la maison de la sagesse, sur astronomie et astrologie, sur cette relation, sur cosmologie et cosmographie, sur la mesure du temps et le MICAT, et spécifiquement sur la détermination de la Qibla, et sur des instruments astronomiques, et avec un exemple sur l'astrolabe. Ce seront les exemples que je vais utiliser. Pour la transmission, il y a, entre d'autres, ces deux livres que peut-être vous connaissez, celui de Dimitri Goutas et celui de Georges Saliba, qui offrent une interprétation d'une tradition problématique sur l'évolution de la science en général dans l'islam et sur l'astronomie en particulier. Et il y a d'abord des différences significatives. Ça veut dire qu'il n'y a pas seulement une interprétation, il peut y avoir plus d'une interprétation et c'est difficile parfois de choisir. Bon, Dimitri Goutas, pour lui, les langues dérivent de l'idéologie impériale adoptée par les califes abbassides, et en particulier d'Al-Mansour. Pour Saliba, le lien pour le développement de la science réside dans la réalisation de l'appareil administratif
pendant le règne du calife omeyyade Abd al-Malik. Une autre différence significative est que Guterres identifie l'intérêt pour l'astrologie politique comme un aspect de l'idéologie des Abbasides, tandis que pour Saliba, l'astrologie a joué un rôle dans le développement, mais pas dans l'origine des sciences. Comme je dis, Saliba a défendu un point de vue différent. Et il a défendu que c'est la période omeyyade, celle qui est essentielle à la compréhension du début de cette transmission. En fait, le livre a deux principaux centres d'intérêt, les origines de la science et l'astronomie islamique et les influences que ces développements plus tardifs ont eu dans l'astronomie européenne de la Renaissance. Saliba défendait que les connaissances scientifiques et la pratique en Iran et Byzance étaient extrêmement limitées et il représentait à peine une avance sur l'Arabie pré-islamique, alors que les textes syriaques écrits par des auteurs tels que Severus Savort et d'autres ont également été élémentaires. Ainsi, même si les anciens textes grecs et iraniens étaient conservés, les érudits byzantins, syriaques ou persans ne seraient pas en mesure de les comprendre et de devenir les maîtres des premiers érudits musulmans. Et en plus, le niveau d'expertise des scientifiques musulmans et des traductions en arabe pendant le califat al-Ma'moun, qui est le calife qui est habituellement est associé à les traductions. Mais cette expertise suggère que la transmission n'était pas récente. Et en fait, le texte historique, ce qu'ils disent est que pendant le règne d'Al-Mamoun, ces traductions se sont intensifiées. C'est pour ça qu'il y a eu des traductions avant. Et tout ceci conduit à l'auteur à construire un récit alternatif. Dans la deuxième partie du livre, elle insiste également à rejeter les idées traditionnelles d'un déclin de la science arabe provoqué par un conflit entre la science et la religion, symbolisé par Tahafut al-Falasifa d'Al-Ghazali, ou par la destruction de Bagdad par les Mongols en 1258. Dans tous les deux cas, la périodisation, ça veut dire période d'ignorance, période de traduction, période de production, est abandonnée. C'est une conséquence des recherches. Et il y a une différence notable. Un autre exemple, c'est le Beit al-Hikma, cette institution emblématique, si l'on peut dire comme ça. Et des recherches récentes, et il y a une source assez récente, c'est l'encyclopédie de l'islam, où Dimitri Guterres a écrit cette partie, et on dit que c'était la bibliothèque du palais des premiers califes abbassides. Et malgré qu'il y a peu d'informations sur la nature réelle de cette bibliothèque, il semble clair qu'elle a plus à voir avec la collecte et préservation des livres et des traditions pré-islamiques, iraniennes et arabes précoces qu'avec la transmission de la science grecque. En fait, ce que Guterres dit dans ce livre de Greek Thought Arabic Culture est ce que seulement une traduction est associée explicitement à la Beit al-Hikma, la mission de la sagesse, et c'était un texte d'origine persane. C'était un texte persan. Et comme j'ai dit, il y a peu d'informations
mais ce serait, comme je dis, la bibliothèque. On parle de Bayt al-Hikma, Khisanat al-Hikma, et on dit que Sahel Ibn Haroun, Sahib Bayt al-Hikma, Sahib Khisanat al-Hikma, et seulement sous Al-Mamoun, nous entendons des sons avec un profil différent affiliés à la bibliothèque du calife. Et ce sont le mathématicien Khwarizmi, l'astrologue Yahya ibn Mansour al-Munajim, le directeur de l'observatoire à Shamassiya, seulement parce qu'il est mort avant la mise en marche de l'observatoire à Damas. Et aussi les Banu Moussa, il y a une explication Afbatahum al-Ma'mun. Un autre exemple, c'est la transmission des textes astronomiques arabes à l'Europe. Il y a beaucoup d'exemples, par exemple ce que l'on a appelé l'école des traducteurs des Tolède, bien qu'il semble qu'il n'y avait pas une école comme ça, mais il y a eu beaucoup de traductions et il y a eu beaucoup de publications, mais c'est un peu moins connu, les traductions qu'on a fait à la vallée de l'Ebro, au nord de la péninsule, entre Saragosse, Tudela, Tarazona, Barcelona. Et je vais poser un exemple, et aussi à Antioquia, ces traductions qui ne sont pas très connues. Bon, je vais faire un exemple. C'est le cas du Sich d'Al-Batani, Sich al-Savi, parce que Al-Batani était originaire de cette région. Il a fait l'observation à Raqqa pendant longtemps, 30 ans environ. Et il y a une édition, une traduction latine du 19e siècle 20e de l'arabiste Carlo Nallino, basée sur le manuscrit qui est à l'Escorial. Mais maintenant, il y a un autre manuscrit à la bibliothèque, la Khisana al-Almiya al-Subahiyya. Et c'est une page de ce manuscrit, c'est là. Et, bon, Paul Kunitz, dans son article publié dans le volume Asher Legacy, publié à Barcelone en 2008, disait que, d'après son expérience, il pensait que le moyen idéal et le plus efficace d'éditer des textes scientifiques latins traduits de l'arabe était toujours d'éditer ensemble la version arabe et la version latine des textes. Il y a quelques traités qui ont été édités de cette façon, comme le traité d'Al-Qabisi, dont on nous a parlé hier, et Paul Kunitz disait qu'il était souhaitable que cette façon de travailler soit suivie à l'avenir par de nombreuses autres études du même style. Et nous avons suivi cette suggestion, et maintenant Rosa Gomez, qui est latiniste, une collègue à Barcelone, est en train de finir l'étude de la traduction latine de Plato Tiburtinus, Platon de Tivoli, que c'est la seule conservée dans 12 manuscrits. C'est un travail considérable. Et ce sont les 12 traductions latines manuscrits conservés, plus de publications 1537, 1645 imprimées. Et pour les pouvoir comparer avec les textes arabes et voir comment on a traduit
la terminologie latine, comme on a traduit des descriptions, des constructions, par exemple, des instruments. Et c'est ça qui m'intéresse, parce que, comme je dis, ma collègue est en train de finir l'étude de ces traductions latines, et j'ai presque terminé une nouvelle édition du texte arabe, en ajoutant le manuscrit nouveau, mais il n'apporte des nouveautés, il semble très tardif, et je crois qu'il n'apportera rien. Mais j'ai un exemple de deux chapitres finaux du texte. Le chapitre 56 sur la construction de la Ruhama, du cadran solaire, et j'ai ajouté les manuscrits arabes, la traduction castillane, alphonsine, qui a été faite aux anciens castillans par Alphonse le Dit, patrociné par le roi, et quelqu'un des manuscrits latins, de la traduction latine. Pendant le texte, la plupart de la traduction latine est très fidèle à l'original arabe. Mais dans ces deux derniers chapitres, il y a un problème parce que on a dû travailler pour finalement découvrir que le problème c'était que quelques paragraphes étaient changés, l'ordre de quelques paragraphes était changé. Ils sont là, mais dans des différents ordres. Et en plus, peut-être évident que la traduction alphonsine a omis la détermination de la Qibla, de la Mecque, et avec le procédé. Et c'est la même chose, très pareil, avec le dernier chapitre sur la construction de trois instruments, le globe céleste, que Al-Battani appelle Al-Baïda, le cadran et le trichetrum, la règle par l'article, l'Aïdala. C'est la même un problème. Dans plusieurs manuscrits, la première partie n'est pas présente et la deuxième, parce que la description de la construction de cet instrument n'est pas claire, n'est pas facile, n'est pas évident, et c'est pour ça que nous pensons que cette première partie manque dans plusieurs copies de la traduction latine. Mais on trouve la construction du quadrant, la construction de trichetrum de Aïdala. Bon, je crois que ça suffit. C'est l'image que l'on trouve dans quelques études, par exemple dans le livre d'Emily Savic-Schnitz sur le Celestial Globe. Et comme vous voyez, c'est un mélange des globes célestes et des sphères armillaires, parce qu'il y a des armilles, des cercles, pour représenter quelques cercles de sphères, l'horizon, le méridien, etc. Et bon, je vais parler aussi un peu de quelques recherches qui ont été publiées l'année dernière et il y a 2 années sur tous ces sujets de la transformation des textes d'astronomie de Ilm al-Falak ou Ilm Harakat al-Nujum. Il y a cette distinction entre l'astronomie, le Ilm Harakat al-Nujum, la science des mouvements des étoiles, des corps célestes, et Ilm Ahkam al-Nujum, l'astrologie judiciaire. Et dans quelques textes, l'on trouve une formulation différente, comme par exemple Taqib al-Aflaq, ou
Ilm Hayat al-Aflak, ce terme Hay'a, structure, a fini pour désigner toute la science, comme un synonyme d'astronomie, Ilm al-Hay'a. Astronomie ou cosmologie, la description de la structure de la sphère céleste. Et nous avons plusieurs textes d'astronomie qui ont ce titre au commencement. Le terme Ilm al-Nujum est utilisé par des astronomes, évidemment, et nous trouvons, ce sont des exemples, je ne prétends que c'est tout, ce sont des exemples. Al-Farabi, le philosophe, le deuxième maître, utilise Ilm al-Nujum dans ce livre Ihsa al-Ulum, c'est l'énumération des sciences, et Al-Khwarizmi par Mohammed ibn Moussa al-Khwarizmi, Abu Abdallah al-Khwarizmi, qui a vécu un siècle après, le lexicographe qui a écrit ces livres magnifiques pour un philologue comme moi. Mafatih al-Ulum, parce que c'est un livre de lexicographie appliqué à la science, les sciences islamiques, les sciences des anciens, Ulum al-Awa'il. Et aussi, dans les Irwan al-Safa, la Risala al-Thalitha, Risala sur l'astronomie, l'épître sur l'astronomie, il utilise aussi Ilm al-Nujum. Et il y a d'autres exemples, mais ça suffit, je crois. Mais il y a d'autres traités arabes d'astronomie, de cosmologie, qui utilisent le terme Tarkib al-Aflak. Par exemple, Yaqub ibn Tariq au 8e siècle. C'est très intéressant parce que il y a une étude publiée il y a quelques années sur ces textes, le texte qu'on connaissait seulement dans la traduction latine comme Libro de Orbe. Mais une recherche qui a fait Taro Mimura, je crois que je le dis correctement, il a trouvé 2 manuscrits, une à Berlin et l'autre à Philadelphia, arabes, avec ce titre, Fi Ilm al-Hay'a wal-Falak, et attribué à Dunas ibn Tamim. Dunas ibn Tamim, c'était il a écrit aussi un traité sur la sphère armillaire, et il a vécu au nord de l'Afrique, mais il était en contact avec Hasla ibn Shaprut à Andalus, et c'est une page de l'étude des manuscrits de Philadelphia, de la Pennsylvania University Library. Si cette attribution est correcte, et je crois qu'il est correct, je serai la première œuvre qui parle de Ilm al-Hay'a ou al-Falak dans ces sens. Et habituellement, on dit que c'est le traité sur la configuration du monde d'Ibn al-Haytham, Maqala fi Hayat al-Alam, la première œuvre qui cherche à trouver une alternative à des modèles mathématiques pour les changer pour un modèle physique de ces sphères. Mais il y a quelques autres. Par exemple, je ne mets pas parce que tout le monde connaît Ibn al-Haytham, je ne découvrirai rien de nouveau. J'ai eu l'opportunité d'étudier un peu, comme le professeur Abdel Jawad a dit, un peu, et le texte d'Al-Kharaki. Et en fait, Al-Kharaki a composé 2 œuvres, une plus longue, plus détaillée, plus mathématique, le Muntaha al-Idrak, qui a
était l'objet d'une édition arabe et traduction persan. Je n'ai eu l'occasion de le voir. Et cette œuvre, c'est une œuvre difficile, c'est pour ça que l'on conserve pas beaucoup de copies. Mais cette tafsira, kitab tafsira fi ilm al-hay'a, est résumé de Muntaha al-Idrak et l'on connaît plusieurs copies. En fait, il y a une ici à la bibliothèque. Et il semble que Al-Kharaki est le premier qui établit la division habituelle dans ce genre d'œuvres. Elle est divisée en deux parties, précédée par une introduction, une partie dédiée au ciel, avec la structure de ces sphères, le soleil, la lune, les planètes. Il y a quelques sections. Et une autre partie dédiée à la Terre. Et cela devient, il semble, la division habituelle dans ce genre d'œuvre. C'est très intéressant. Il semble qu'Al-Kharaki n'a apporté rien de nouveau, mais c'est un livre très utile, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de copies. Et en plus, ce que je dis, cette structure, c'est la première fois qu'on voit cette structure. D'après Al-Kharaki, une autre œuvre très populaire, il y a beaucoup de copies, et au moins une d'elles ici à la bibliothèque, c'est le Al-Mulakhas fi al-Haya al-Basita. Elle a été étudiée et publiée il y a 2 années, maintenant, on peut la consulter. Et comme son nom l'indique, beaucoup plus simple que celui d'Al-Kharaki. Cet auteur offre des informations fondamentales, c'est pour ça que l'on appelle Al-Haya al-Basita. En fait, Salih Rajab, l'auteur de l'étude, dit qu'à ce moment-là, Haya devient le nom pour l'astronomie et Haya Basita, c'est une subdivision de l'astronomie. Et c'est là que nous trouvons dans ces livres. Bon, ce sont des nouveautés, comme je dis, au moins pour moi, parce que cette œuvre n'avait été objet d'étude jusqu'au présent. Et comme je dis, Al-Kharaki, la Tafsira al-Kharaki n'a été pas étudiée. On connaît le Kitab fi al-Haya parce qu'on l'a étudié. Cela est ce que, par exemple, dit Julio Samso dans son livre sur la science des anciens, Ulum al-Awa'il. Mais ce qui n'était pas si connu, je crois, bon, c'est l'explication qu'Al-Bitrouji donne. Si vous voulez approfondir, vous pouvez trouver tout ça dans des études, par exemple dans le livre de Julio Samso. Mais ce qui est très intéressant et qui n'était pas si connu, je crois, et que c'est un livre qui a été traduit au latin par Miguel Scotto, traduit à l'hébreu et de l'hébreu au latin, qu'il y a été l'objet des commentaires. Mais il y a un texte qui a été étudié il y a quelques années, pas beaucoup, de Joseph Ibn Namias, La lumière du monde, Nour al-Alam, qui a la caractéristique, et je crois que c'est l'unique texte astronomique
qui a été écrit en arabe, mais avec des caractères hébreux. Et cela a été une étude de thèse qui a fait Robert Morrison. Et bon, c'est un aspect qui ajoute des éléments à la transmission qui n'était pas connue, et cela change plus ou moins notre connaissance de cette évolution, de cette transmission de ces livres de Hay'a, qui, d'autre part, était très, très connu en Europe. Dans ces lignes, nous trouvons aussi la kitab Tafkira fi Ilm al-Hay'a de Al-Tusi. Al-Tusi, on a parlé hier d'Al-Tusi. Il y a beaucoup de choses que l'on peut dire d'Al-Tusi, mais vous connaissez parfaitement Al-Tusi. Et ici, à la bibliothèque, il y a au moins 2 copies, parce que à l'Ahmadiyya, il y a 2 copies. J'ai révisé l'un des 2 copies, et il y a ce que je peux dire de nouveau, au moins pour moi, est que le texte que j'ai révisé du manuscrit de la bibliothèque correspond à la version considérée comme définitive, écrite à Bagdad à la fin de la vie de l'auteur. Parce qu'il semble qu'il y a une première version écrite à Maraga, et il y a au moins un manuscrit conservé qui constitue une version intermédiaire. Et bon, j'ai utilisé l'édition qui a fait Rajeb de la Tafkira il y a longtemps, et il semble que le texte que j'ai révisé appartient à la version considérée comme définitive et écrite à Bagdad, comme j'ai dit. Et une autre question est que ces manuscrits que j'ai révisés n'a été pas utilisé à l'édition qui a fait Rajeb de la Tafkira. Chose qui passe. J'ai parlé déjà de... Je voulais vous montrer, mais il faut qu'il y ait Internet, parce qu'il y a un professeur américain qui a fait des belles modèles cinématiques de tous les modèles astronomiques, du Soleil, des planètes, et ptolémaïques, bien sûr, et aussi des autres astronomes, Farisi, Abordi, etc. Mais il faut qu'il y ait Internet, donc je me dis. J'ai déjà parlé de Joseph Ibn Amir. Un autre exemple dont je vais parler, peut-être vous connaissez cet instrument. C'est un instrument safavide pour déterminer la qibla d'une façon assez facile, parce que c'est un instrument, le centre c'est la Mecque, c'est une map cartographique, un schème cartographique, la Mecque est au centre, et dans le ressort, vous avez les villes, les noms des villes, et c'est assez simple, vous placez l'idade et vous trouverez la qibla, et en plus la distance entre la ville et Mecque sur la l'idada par exemple. Bien. Jusqu'à présent, il y a 3 instruments, c'est différent, d'origine iranienne, safavide, découverte il y a quelques années, du XVIIe siècle. Et bon, ce qui m'intéresse ici, c'est que les données géographiques sont dérivées d'une table de Mouri du XVe siècle, et que les données mathématiques sous-jacentes du réseau ont été développées à Bagdad au Xe siècle. Il y a une étude, la source
et moi, Jean Hockendahl, le mathématicien, vous connaissez bien, et il a étudié ces instruments et a comparé avec une traité de Biruni. Et il a écrit un article, la conclusion dit que, contrairement à d'autres hypothèses sur une origine européenne de cet instrument, il est clair que c'est très similaire aux traités d'explication mathématique dans des traités, peut-être Habash al-Hassib, mais sûrement dans un article, je ne sais pas long, je crois, de Al-Biruni. Et il dit, it makes sense to continue searching for Arabic or Persian manuscripts in which the instrument is described. Peut-être on trouvera un manuscrit pour savoir comment cela a été fait. Bon, pour finir, je vais parler des deux questions qui ont changé notre connaissance sur l'astrolabe, au moins à Orient et à l'Andalus. Vous connaissez la théorie de la projection stéréographique polaire. C'est un article très ancien, mais il est utile quand même pour entendre comment ça fonctionne. Donc je le montre. Et les éléments de l'astrolabe. Mais cette image a été modifiée par David King. Pourquoi? Parce que c'est bien, mais il y a seulement 5 il faut 7 pour que tous les climats soient présents, donc l'instrument devient universel pour tous les humains. C'est ça. C'est pour ça que David King a changé l'apparence de l'instrument. Et bon, je donne des données très simples. Dans ce système de projection polaire, le point de projection, c'est le pôle sud pour l'hémisphère nord, et le plan, c'est l'équateur. Mais ce qui fait l'astrolabe si utile est que la projection perspective stéréographique permet que les arcs de cercle sont projetés comme des arcs de cercle, se maintiennent dans la projection. Et avec l'exception des arcs de cercle qui passent par les points de projection. Évidemment, ils projettent comme des lignes rectes. Bien. Et les angles de l'esphère sont projetés comme des angles équivalents. C'est pour ça que l'instrument, l'astrolabe, est si utile pour faire des calculs astronomiques. Et les éléments de la mer, le tympan, l'araignée, tout est présent. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il semble que le premier astrolabe qu'on conserve, construit en Orient, c'était un astrolabe qui avait cette distribution. 3 tympans avec 7 projections pour chacun des climats. Et il y a un astrolabe, pas un instrument, un manuscrit où l'on décrit, à Paris, l'on décrit un astrolabe d'origine d'Al-Andalus avec 6 caractéristiques. Peut-être vous l'avez vu, c'est un tympan pour le plus haut, on le voit parce que la distance du centre à l'horizon c'est grand. Et bon, c'est une astrolabe dans la tradition de ces astrolabes, mais construit à l'Andalus. On ne conserve l'instrument, on conserve le traité. Jusqu'à présent, on croyait, il a le dos, sur le dos, on a un carré d'ombre et le calendrier zodiacal. Et comme je dis, on croyait
qu'il n'y avait pas aucun instrument oriental avec les calendriers zodiacaux jusqu'à 1100, quand Abul Saad Dani aurait apporté un instrument avec ce calendrier sur le dos lors de son voyage en Égypte. Donc on pensait que c'était une invention andalousienne. Mais il y a quelques années, on a trouvé cet instrument. C'est un astrolabe de Nastoulouse. Et ici, on a un autre instrument qui présente cette distribution. Tout d'abord, on a le calendrier zodiacal et après, il y a le nom de l'auteur et ses lignes et l'explication à quoi il sert. Ici, Sana'a ou Nastoulouse. Et ici, la description de l'utilisation. Vous ne pouvez pas lire, c'est pour ça que je l'écris. لمعرفة موقع الشمس ولمعرفة ما مضى وما بقي من النهار من ساعات زمنية وأيضا لمعرفة ارتفاع الساعات الزمنية وارتفاع نصف النهار لمدينة السلام يعني بغداد وحيث يكون لعرض 33. C'est ça. Donc, cela doit changer aussi. Ce n'est pas simple. Correct dire que le calendrier zodiacal est originaire de l'Andalous s'il y a un instrument du Xe siècle fabriqué par Nastoulouse qui a ce calendrier zodiacal. Et je finis avec cite de chercheurs qui disent qu'il faut faire une recherche dans ces domaines. La transmission, le MICAT, l'instrument, diffusion des traductions latines, etc. en général. Je voulais vous montrer un astrolabe qui a été, je crois qu'on dit, vendu en enchères, aux enchères, à Sotheby's. Il y a une année, l'avril dernier, il semble qu'il est authentique. Et il y a la page web de Sotheby's avec beaucoup de photographies, d'images. C'est l'astrolabe andalou le plus ancien daté, parce qu'il appartient, il a été construit en 1020, et il appartient à Mohammed ibn Safar, le frère de Abul Qasim ibn Safar, le disciple de Maslam al-Mashriti, qui a travaillé avec Ibn Samr, aussi disciples, qui ont adapté les tables Sinkhim de Khwarizmi à le méridien de Cordoue. Et merci. Le maître de cérémonie nous accorde 2 questions. La première. Les deux remarques générales, méthodologiques pour tous les types de nous. J'ai toujours un problème avec les généralisations, parce que si tu vas... J'ai offert ces 2 livres qu'ils ne sont pas d'accord. Et c'est là que nous trouvons, qui dépend de quelle source tu utilises, tu trouveras une affirmation ou une autre. Et ma conclusion est qu'il faut voir toutes ces explications et les mettre en quarantaine, parce que il y a seulement un 5% que je ne sais pas comment on a calculé, mais quelqu'un a dit un 5%. Ça veut dire, c'est comme les 400 000 volumes de la bibliothèque d'Al-Hakam, de Maraghavet. Ça veut dire, on a peur, on connaît très peu. Il faut faire de la recherche
parce qu'il y a, ils ont plus de 1000 années de travail très, très, très constant et très grand. Et ce que chacun fait, c'est devrait faire, c'est étudier et être sûr que cela, c'est vrai. Mais que nous trouvons des recherches et des publications avec les résultats des recherches, avec cette ligne généralisée et dire que Hay'a, c'est pour toute l'astronomie, c'est vrai. Il y a des textes que, même après le Xe siècle, utilisent Ilm al-Nujum, Ilm Harakat al-Nujum. C'est vrai. C'est vrai. Mais on trouve le contraire. Il faut faire attention et ne choisir seulement une affirmation, une voie. Il faut faire plus de recherche, plus lire et plus connaître. En clair, on n'a pas fini. Non. Une deuxième question. Islamique. Or, il y a une absence quasi totale des mizwala, des cadrans solaires, la gnomonique, ilm al-miqat. Et nous avons un patrimoine très riche. Personnellement, j'ai recensé plus que 100 cadrans solaires en Tunisie. Il y a même qui remontent à l'époque médiévale, 4 ou 5 de l'époque médiévale, d'Ibn Abi Rijal. Le fameux Abul Hassan Ibn Abi Rijal a un cadran solaire à Kéron. Donc il a fabriqué avec ses soins. Maintenant, nous avons le corpus de Tunis, de Tunisie, de l'Égypte et de la Turquie, et on est en train de compléter ce corpus. Mais malheureusement, ce domaine ne trouve pas sa place. Heureusement, j'ai vu dans le catalogue de M. Mehdi Abjaoued, il y a des gnomonistes qui figurent sur mes cadrans solaires, moi je les pensé, et dans la bibliothèque. Et il y a ce que vous appelez vous épître ou bien traité, moi je l'appelle manuel de fabrication. Par exemple, nous avons un fameux Aboul Qasim el-Jandoubi qui est d'origine kérouanaise, qui a fabriqué un fameux cadran, très important cadran solaire. Il est aussi l'auteur de 2 traités. Le premier à propos d'un cadran solaire et l'autre pour la détermination de la Qibla. Et vraiment, c'est un domaine très riche et peut-être, quand même, dans les perspectives, il faut quand même mentionner ça. Merci. Et j'ai étudié les instruments aussi, mais je n'ai eu le temps et maintenant je n'ai rien lu de nouveau sur ces sujets. Et c'est pour ça que je n'ai ajouté rien. Et je m'excuse parce que c'est totalement vrai. Mais désolé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Intervenant à ce colloque, nous allons avoir des actes. Et les actes du colloque vont être publiés, Inch'Allah, avant la fin de l'année 2018. Et ça a l'énergie de mettre. non, non. Et ce qui est très très important, je vous le rappelle à tous les communicants, nous avons donné 2 mois pour que vous nous rendiez les